Voilà, pour les anglophones, c'est réglé. Je fais rentrer tout le monde. Parti. Bonsoir. 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 Bonjour tout le monde. Bonsoir. Alors, Bonsoir. bonsoir. Voilà. Bonsoir. Partager l'écran. Chers toutes et toutes, bonsoir. Le comité régional olympique et sportif de Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Hervé Liberman, que je salue, ont porté haut et fort dans notre politique territoriale la lutte contre toute forme de violence dans le sport et particulièrement les violences sexuelles. Et je suis en qualité de vice-présidente éducation et citoyenneté, très heureuse d'être avec vous ce soir. Nous sommes près de 165 inscrits, donc une réelle fierté et de vous voir tous réunis avec nous. Ce webinaire est le troisième. Qui est rentré dans la salle, qui a montré son sexe. Marie, ton micro est coupé. Coupez le micro, moi. Merci. Merci Marie-Pierre. J'avais pas vu que mon micro était coupé. Merci beaucoup. Donc je disais que nous étions 165 inscrits ce soir et ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Remercier cette organisation du troisième webinaire de lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Organisation menée de main de maître par Jean-David Bonnet, notre directeur, et Fanny Lourarenko, notre chargée de mission. Merci à tous les deux pour votre soutien et sans vous, ce webinaire n'aurait pas vu le jour. Ce sujet est majeur dans notre engagement et il s'agit ce soir d'écouter les témoignages et la parole d'experts. Je remercie nos quatre intervenants. Merci à vous Nadine, Laurence, Laurent et Sylvain d'être parmi nous. Merci pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Il s'agit donc de nous permettre collectivement de prévenir, informer, signaler, défendre, aider, soutenir pour que nos usagers, toutes générations confondues, puissent accéder en sécurité au bien-être et à la liberté d'être dans leur pratique sportive. Donc, je déclare ce webinaire ouvert et sans tarder, je vais laisser la parole à Fanny pour qu'elle nous donne un petit peu les règles d'usage de ce moment d'échange. À toi, Fanny. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir et d'être nombreux tous mobilisés autour de cette cause. Moi, je vais prendre la parole très rapidement pour vous expliquer un peu les règles du webinaire. On est là ensemble pour environ 1h30. Je vais vous demander d'allumer vos caméras pour qu'il y ait un peu plus d'interaction, de couper vos micros aussi, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les mettre dans le chat. Je vais m'en occuper, moi, dans la cellule de discussion juste en bas. Et je redonne la parole à Marie-Pierre. Merci. Merci Fanny. Donc vous avez compris, l'idée c'est vraiment de partager ce moment. N'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Nous serons là pour être vos relais. Et je vous propose d'étudier sans tarder le courage, d'écouter pourquoi nous combattons et au nom de quoi nous combattons. Merci Nadine d'être là. Vous êtes la présidente de l'association des Ailes pour Elles et votre parole nous importe et je vous la donne très volontiers et nous sommes à votre écoute. Nadine, c'est à vous. Nadine, je crois que votre micro est coupé. Est-ce que ça fonctionne? Maintenant, ça fonctionne. Ah, Merci. super. OK. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité et convié à ce webinaire. Effectivement, on est sur un problème de santé publique aujourd'hui majeur. Donc, il appartient effectivement d'accorder du temps et de prendre le temps justement
de poser un petit peu, planter un petit peu le décor. Moi, je suis une personne tout à fait, on va dire, lambda, hein, qui suis malheureusement représentative de ce qui se passe aujourd'hui. Mon parcours de vie, il a été assez compliqué. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus en souffrance que moi, mais ce qui est important, c'est de voir un petit peu le cheminement du parcours et jusqu'où ça amène et qu'est-ce que derrière on peut aussi amener comme chose à corriger sur le terrain. Donc moi, à 15 ans, je faisais du sport, je faisais du ski en compétition. Le sport était l'ADN de la famille et je me suis blessée. Donc j'ai été orientée chez un kiné qui était un copain de mon père, tout simplement. Et j'ai malheureusement été victime de violences sexuelles. Donc j'ai un petit peu, on va dire, mal démarré la vie. Et puis, sans être protégée à ce moment-là, parce que c'était dans un contexte, il y a quelques années quand même, qui date, hein, puisque ça remonte maintenant à plus de 30 ans. Donc on n'avait pas forcément le soutien, l'écoute. Et puis les parents étaient peut-être un peu aussi dans le déni de tout ça. Donc, sans protection, derrière, ma vie a été un peu une escalade et une avalanche de difficultés avec la relation avec l'homme, où quelque part, j'étais un peu l'objet de l'autre et j'acceptais inconsciemment d'être quelque part la victime. Donc, ça m'a malheureusement précipité dans des relations très compliquées, de violences psychologiques, de violences physiques. Malheureusement, à travers une relation avec un compagnon qui n'était pas le père de mon premier enfant, eh bien, mon fils a été victime de violences et je me suis battue pendant plus de 6 ans en procédure pénale pour violence sur un enfant qui n'avait que 2 ans à l'époque des faits, avec des violences à connotation sexuelle. Donc, un combat de 6 ans où, bien évidemment, on est dans l'ombre de soi-même, on est comme un zombie, on est malheureusement, on est tenu en fait par les enfants, on est tenu par le travail, on est tenu par tout ça. Mais en fait, la vie, elle s'arrête, hein, la vie, elle s'arrête, c'est un arrêt sur image. Et derrière, c'est une dizaine d'années de reconstruction. En grande partie grâce au sport, hein, puisque le sport représente des valeurs avec des personnes qui sont dans l'écoute, dans le soutien, qui permettent aussi de savoir tomber, de savoir se relever, d'avoir des personnes qui ont un rôle d'éducateur, qui peuvent aussi être là à l'écoute, hein. J'insiste aussi là-dessus parce que je pense qu'on a aussi un rôle à tenir dans ces parties-là, enfin dans ces fonctions-là. C'est important. Je crois que c'est Sarah Abitbol d'ailleurs qui en avait parlé il y a quelques années, que si on lui avait posé la question, peut-être qu'elle aurait effectivement tendu cette main, mais voilà. Et puis, bon, moi j'ai mis donc un certain nombre d'années à me reconstruire. La famille m'a aidée, les associations sur le terrain m'ont aidée. Il a fallu derrière avoir toute une armada de services pour accompagner parce qu'on ne fait pas forcément les choses dans le bon ordre, parce qu'on ne fait pas forcément les bons choix, parce qu'on pense que voilà, ça n'arrive qu'aux autres, et puis que le sentiment qu'on a, c'est la honte. On pense qu'on stigmatise beaucoup cette violence, on pense que ça arrive dans des milieux socialement défavorisés, de gens qui ne sont pas forcément cultivés, de gens qui sont dans le monde ouvrier, alors que non, ça touche tout le monde. Et puis plus on monte dans les hautes sphères, plus c'est pernicieux, plus c'est caché, plus c'est compliqué d'en sortir aussi. Et la violence psychologique, elle est aussi très importante parce que c'est celle qui est la plus longue dans la reconstruction. Voilà, donc moi, fort de ce constat, moi j'ai toujours été une passionnée de la mer, j'ai toujours été passionnée des sports de glisse. J'enseignais le ski alpin et la planche à voile quand j'étais jeune. J'ai fait aussi de la compétition et puis derrière, je suis passée sur un support de kitesurf. Et j'ai toujours été attirée par le large, j'ai toujours été attirée par le fait de traverser entre deux continents, donc là en l'occurrence entre le continent et la Corse. Je suis aussi une femme de défi, le sport m'a aussi
bien câblée à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de réaliser un projet, j'ai envie de réaliser un défi, j'ai envie de défier la mer, mais j'ai envie surtout de soutenir une cause parce que je veux montrer aussi que le sport, c'est un magnifique vecteur de reconstruction. Se réapproprier son corps, décharger sa colère, sa haine, se reprendre confiance en soi, reprendre confiance en les autres. Donc ça a été toutes ces années sur l'eau qui m'ont aidée. Et du coup, je me suis lancée dans ce projet un peu fou il y a de ça enfin, il y a 3 ans précisément, mais j'ai mis 2 ans à le mettre en place. Donc, réalisé pour une première, pour une femme qui, à l'époque, bah, c'était cet été, donc j'allais avoir 54 ans. Donc, c'était réalisé à peu près 200 km sur la même jambe d'appui entre les Issambres et Calvi. Donc, cette traversée en kitesurf. Donc, pourquoi je l'ai utilisé? Parce que le kitesurf, c'est un sport qui va être pour la première fois aux Jeux Olympiques, donc en France en plus. Donc une discipline qui télévisuellement est superbe. Et je me suis dit, on va parler de cette cause, on va faire du bruit, on va montrer que le sport, bah, c'est aussi un super vecteur de reconstruction. C'est aussi mettre le doigt dans quelque chose qui est important sur le fait que au sein des associations, au sein des fédérations, bah, on peut être aussi impacté fortement par toutes ces violences aussi sexuelles. Et j'ai également choisi le partenaire de la Fondation des femmes pour un appel aux dons, pour que bah, qu'on puisse alimenter cette collecte et qu'on puisse venir apporter de l'aide et des services adaptés sur le terrain auprès des associations, puisque les fonds sont après redispatchés au sein des associations. Et puis, au-delà de cela, j'ai un partenaire aussi qui est une société de production, une production de films, qui m'a proposé de réaliser un film sur ce projet. Et avec sa réalisatrice, donc c'est la société de production Juvacom, Juvaprod, ils vont changer de nom, Juvacom. Donc ils sont extrêmement focusés sur le sport féminin et la médiatisation du sport, hein. Donc, ils m'ont proposé de réaliser un film documentaire. Et j'ai eu l'idée puisque sur le dernier documentaire qu'ils ont fait, ils ont fait une centaine de dates qu'ils ont proposées en termes de diffusion auprès des collectivités sur le terrain, sous forme de soirées, films documentaires débat. Bah, sur ces dates-là qui seront programmées, puisque ça va commencer à partir de début 2024, de pouvoir collecter les recettes et de nouveau alimenter la Fondation des femmes pour venir en aide aux victimes. Et la bonne nouvelle également, c'est que ce film documentaire, il va être également, il va faire l'objet de diffusion auprès de l'Assemblée nationale et c'est en cours de discussion aussi au niveau du Sénat pour qu'on puisse derrière également intervenir au sein de commissions pour essayer de faire bouger les lignes, pour essayer de faire avancer les choses, pour que l'État se mobilise davantage aussi d'un point de vue financier parce que vous pouvez imaginer que bah, il faut des moyens, hein, quand on a des difficultés à sortir de ces situations, bah, ça veut dire qu'il faut de l'aide juridique, il faut un toit également pour mettre à l'abri bah, ces femmes et puis limiter ces féminicides, hein. Malheureusement, j'étais encore cette semaine sur le conseil départemental du Gard. Dans le cadre d'une réunion et on voit que malheureusement la croissance elle est encore à 2 chiffres, donc voilà, il faut vraiment tirer les sonnettes d'alarme, il faut mobiliser du monde et voilà, donc c'était les informations que je tenais à vous communiquer aujourd'hui. Et je vais pouvoir maintenant laisser ma place aux autres intervenants. Merci à vous. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je reprends la parole. Du coup, merci beaucoup Nadine pour ce témoignage. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous apporter. Je vais donner peut-être la parole à tout le monde. Si quelqu'un a une question à poser, il peut lever la main maintenant. Vous pouvez également aussi les noter et on gardera un temps de questions à la fin. Ça vous viendra peut-être au fur et à mesure. Voilà pour moi. Est-ce que quelqu'un a une question?
Je vois pas de Très questions bien. pour le moment, Fanny. Non, Merci beaucoup Nadine pour ce témoignage touchant et notre action, elle se construit par un cadre, elle se construit dans un cadre. Se défendre et protéger, c'est porter la parole de l'éthique et défendre par la loi. Et à ce titre, nous allons écouter Laurent Soudry, chef du projet du pôle régional de la défense des droits, et qui va nous aider à connaître les repères utiles et essentiels à nos actions. Laurent, c'est à vous. On vous écoute. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Sudry, la chef de pôle régional du Défenseur des droits. Avant de me lancer dans le propos, je voulais quand même saluer le courage de Nadine, parce que je trouve que son témoignage, justement, il illustre vraiment l'impact que les violences vécues dans l'enfance, là pour elle, ça a été effectivement dans le sport, ont eu vraiment sur toute une vie. Vraiment un grand merci en tout cas, parce que ça éclaire vraiment peut-être aussi les propos qui vont venir juste après. Peut-être juste deux mots pour vous présenter ce qu'est le défenseur des droits, parce qu'on sait bien qu'on est une autorité administrative indépendante qui n'est pas encore tout à fait connue de tout le public. Donc juste pour vous dire vraiment très rapidement, parce que c'est pas l'objet de mon propos, que le défenseur des droits, il est compétent pour connaître des difficultés des usagers par rapport aux relations avec les services publics. Donc, on a cette première grande mission. On a également dans nos missions la défense des droits de l'enfant, et c'est à ce titre que je suis avec vous aujourd'hui. On lutte également contre les discriminations. Nous sommes également compétents sur la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire que, par exemple, quand un policier fait usage de la force quand il ne respecte pas le cadre. Et enfin, on est compétent pour les lanceurs d'alerte, la protection des lanceurs d'alerte. On a plusieurs moyens d'assurer cette protection des droits, soit par le biais du règlement amiable. Nous disposons d'un réseau de délégués qui interviennent sur tout le territoire, ou en menant des instructions. Et dans ce cas-là, on dispose de pouvoirs assez étendus, c'est-à-dire qu'on peut mener des enquêtes, on peut interroger les administrations qui sont mises en cause devant nous, on peut également faire des observations en justice. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, parce que je pense que vraiment l'intérêt, c'est de se concentrer sur la question des violences et du sport. Du coup, juste pour vous dire, en tout cas sur notre action en matière de droits de l'enfant, on se fonde sur l'ensemble des 12 droits de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, si vous pouvez passer la diapositive suivante, voilà. On a une action concernant la protection des droits, c'est-à-dire qu'on traite des saisines que nous recevons et qui allèguent de violation des droits de l'enfant, donc en matière d'éducation, en matière également de protection des droits de l'enfant. Donc, on peut être saisi notamment de situations où de potentielles violences vis-à-vis des enfants, notamment dans le sport, et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On est saisi également sur le handicap, la situation des enfants, par exemple, qui peuvent être refusés dans certaines activités. Nous pouvons également être saisis sur tout ce qui est conflits familiaux, les mineurs non accompagnés également, tout ce qui est les mineurs incarcérés. Voilà, ça représente, si vous voulez, c'est pour vous donner un petit peu une idée un peu globale de notre action sur le volet protection. On a également tout un volet promotion des droits, et le défenseur des droits est l'organe chargé de veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant en France. C'est pour ça que chaque année, nous avons un rapport qui se penche sur une question spécifique. Vous en avez mis quelques-uns. On a fait les droits des tout-petits. Il y a eu effectivement les violences institutionnelles. Et puis cette année, 2023, on a décidé effectivement de s'interroger sur la question des droits des enfants au loisir, au sport et à la culture. La question, elle s'est assez spontanément imposée à nous vu le contexte. Hein. On accueille les Jeux Olympiques l'année prochaine. La promotion de l'activité physique et sportive a été décrétée grande cause nationale pour 2024. Donc, dans ce cadre-là, on a été effectivement intéressé de voir et de faire un bilan un petit peu de la situation de ce droit au loisir, au sport.
Ce droit, il est posé par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est l'article 31. C'est un droit intrinsèque à l'enfant. On sait bien aujourd'hui que la situation des personnes dans la société n'est pas toujours facile, que des droits beaucoup plus, on va dire, vus comme essentiels, comme le droit à l'éducation, le droit à la survie, au développement, sont parfois effectivement concernés. Et donc, les droits à la culture et aux loisirs peuvent parfois passer à côté. Mais le message, je pense qu'on peut faire passer, et vraiment qui est l'objet de ce rapport, c'est que ce droit au loisir n'est pas un petit droit. Ce n'est pas un petit droit, ce n'est pas un droit accessoire. Pourquoi? Parce que pour les enfants, le droit au loisir, le droit au repos, le droit aux activités culturelles, c'est essentiel au développement des enfants, des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Ça fait vraiment partie, si vous voulez, des ingrédients essentiels pour grandir, pour s'épanouir, et puis pour que l'enfant se développe harmonieusement. La pratique du sport, ça permet la confiance en soi, on travaille la relation aux autres, la découverte de soi aussi pour savoir jusqu'où on peut aller. En tout cas, on l'a vu aussi pendant les confinements, hein, ces activités extérieures, ça permet à l'enfant de s'ouvrir, ça contribue à sa santé, à sa bonne santé mentale, et c'est donc une ressource pour se construire. Donc, c'est un droit essentiel. Sur les constats généraux qu'on a pu faire, alors ces constats, ils s'appuient bien sûr sur nos réclamations, ils s'appuient aussi sur plus d'une cinquantaine d'auditions pour faire ce rapport, et puis aussi sur la consultation des enfants. Sachez qu'on a consulté plus de 3800 enfants dans le cadre de ce rapport. Et oui, le rapport est disponible en ligne sur le site du défenseur, mais éventuellement, j'en reparlerai après. Donc, en tout cas, sur les constats généraux, on constate des inégalités d'accès, et ça ne va pas vous surprendre, importantes, notamment pour les enfants les plus vulnérables. Les enfants issus de familles précaires, à plus de 71%, n'ont accès à aucune activité sportive, culturelle ou artistique. On note également des obstacles récurrents d'accès pour les enfants en situation de handicap, avec des risques de discrimination, puisque... non, je suis encore sur la diapo d'avant. Avec des risques de discrimination, puisqu'on a souvent des refus qui se fondent sur des arguments de sécurité. On ne sait pas faire, on a peur, donc on n'accueille pas. On a des risques aussi de discrimination, notamment parce que, et là encore, je pense que ça ne vous surprendra pas, globalement, le milieu du sport reste un milieu fortement marqué par les représentations genrées, par les stéréotypes. Quand on regarde les statistiques, vous avez 93% des garçons qui font du foot, 94% qui font du rugby. Quand on change de catégorie, d'activité, vous en avez 6% qui font de la gym et 6% qui font de la danse. Donc, vous voyez, il y a vraiment, effectivement, ces concentrations et ces représentations genrées d'activités avec des risques de discrimination potentielle sur la minorité. Et notamment, pour vous donner un exemple, on a été saisi sur la situation d'une jeune footballeuse qui était dans le même club que des garçons, mais à qui on a refusé la signature d'une convention de formation parce que ce n'était pas prévu pour les filles. Donc les garçons y avaient droit, mais les filles non. Donc il y a effectivement des risques de discrimination. Notre rapport aussi, il se penche sur la question des enfants privés de liberté, des enfants également confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont des accès effectivement limités aux activités. Mais surtout, je voulais bien sûr axer mon propos sur le corollaire au droit au loisir qui, pour nous, est bien sûr celui d'exercer ses droits, ses activités en toute sécurité. Donc, si vous voulez, pour garantir effectivement que les enfants puissent pratiquer des activités sportives en toute sécurité, il y a des conditions qu'il convient de mettre en place pour s'assurer effectivement que tout se passe bien, tout simplement. La pratique régulière d'une activité, la pratique d'un sport aussi à haut niveau, ça implique parfois des éloignements du domicile, une relation particulière avec les entraîneurs et tout ça. Et toutes ces situations peuvent
peut-être effectivement parfois engendrer des risques pour les enfants. On a une obligation de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence qui pèsent sur l'État et sur les acteurs du sport. C'est noté dans le Code du sport, ça a été repris récemment dans une loi de 2022 visant à démocratiser le sport. Donc, l'obligation de protection, elle existe. La question, c'est qu'il faut que cette protection, elle soit efficace. Et j'entends par violence, vraiment, je pense que les violences doivent être abordées de manière très large. C'est-à-dire qu'on parle ici de violence physique, on parle de violence sexuelle, bien sûr, mais on parle aussi de bizutage, on parle d'injures, de violences sexistes, on peut aller jusqu'à du harcèlement discriminatoire. Donc, je crois qu'il faut garder en tête vraiment avoir une vision vraiment très diverse de ce que peuvent être les violences. Et en tout cas, sur les constats que nous avons faits dans le cadre des situations pour lesquelles on est saisi, que ce droit d'être protégé du danger dans le sport, il n'est pas toujours effectif. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, et là c'est la diapo suivante, notamment un gros problème au niveau du recueil de la parole de l'enfant. La prise en compte de la parole de l'enfant, c'est aussi un droit de l'enfant. C'est l'article 12, Convention internationale des droits de l'enfant. Mais pour que cette parole puisse être entendue, encore faut-il que les enfants se l'autorisent. Et si on veut lutter efficacement contre les violences, il faut créer des espaces propices. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants se sentent en capacité qu'ils sachent que peut-être s'il y a un problème, voilà à qui ils peuvent s'adresser, ou en tout cas que c'est possible d'être entendu par quelqu'un. Donc ça, c'est tout le volet prévention. Ça, c'est des messages qu'il faut faire passer, et c'est des préventions dans les messages qu'on adresse aux enfants, mais aussi dans la formation des professionnels. Formation des professionnels pour voir aussi la façon dont ils travaillent la relation entre l'entraîneur et l'athlète, voir comment aussi ils sont sensibilisés à repérer certaines situations. Donc ça, on est sur vraiment tout le volet prévention. Et puis, ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'une fois que les victimes parlent, c'est attention à la parole de l'enfant et à la place de cette parole tout au long des procédures. Je vais vous donner un exemple. On a été saisi sur une problématique de violence alléguée par un enfant dans le cadre d'une activité sportive qui était le taekwondo. La famille nous a relaté une punition qui a été très très mal vécue par l'enfant. Le moniteur aurait dit à tous les camarades, une vingtaine, de frapper l'enfant. Il serait tombé. Comme ça, il serait tombé, on l'aurait relevé, le moniteur l'aurait tenu et les coups auraient continué à pleuvoir. Donc cette situation, elle a complètement traumatisé l'enfant. Il y a une plainte qui a été déposée au pénal. Cette plainte, elle a été classée sans suite, sans que l'enfant ait été entendu. Nous avons été saisis et nous avons alerté les services de la préfecture en charge, effectivement, de pouvoir mener une enquête administrative. Cette enquête a été lancée, mais elle a été classée, encore une fois, sans entendre la parole de l'enfant, ni d'ailleurs les enfants qui auraient pu être témoins des faits. Le club a également lancé une procédure disciplinaire, et là encore, à aucun moment, une place n'a été faite à cet enfant. Donc, quand on regarde, si vous voulez, les trois volets des procédures possibles, c'est-à-dire pénale, administrative et disciplinaire, eh bien, aucune n'avait laissé de place ni à l'enfant, ni au témoignage possible. Et le pire, finalement, c'est qu'aucune non plus n'a pensé à informer la famille des suites qui avaient été données à leur signalement. Donc, on a vraiment une place des victimes qui nous interroge. Et en tout cas, s'il y a un message que je dois faire passer, effectivement, c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut prendre en compte la parole des victimes. Après, que les faits soient avérés ou pas, je dirais que c'est en tout cas pas aux défenseurs des droits d'en juger. Mais il faut aussi expliquer pourquoi une décision sera prise et pourquoi telle décision. Et en tout cas, la victime doit avoir sa place dans ces procédures. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu aussi une autre situation où là, on avait été saisi sur des violences sexuelles. Donc, on avait 9 victimes potentielles qui disaient avoir vécu des agressions sexuelles dans le cadre de la pratique d'un sport.
Là encore, on avait eu une enquête administrative qui avait été diligentée sans entendre aucune des victimes et qui avait classé l'affaire. Donc c'est vrai que suite à notre intervention, l'enquête a été réouverte et les 9 victimes ont été entendues. Donc c'est quand même en tout cas ce qu'on peut permettre au niveau du défenseur des droits. Ce qu'on peut constater en tout cas au niveau du sport, et je pense que Monsieur Bombalet pourra vous en parler beaucoup plus que moi, c'est qu'en tout cas, on a vu une prise de conscience assez tardive sur la prise en compte des violences sexuelles, mais heureusement, il y a eu des réactions, il y a eu la création d'une cellule spécifique, la cellule Signal Sport, pour tout ce qui est violence, et puis il y a eu un guide pratique en 2022 qui est sorti, dont notamment il y a une fiche dédiée à l'audition des enfants. Donc on voit que les pratiques évoluent. Nous, ce qu'on recommande, en tout cas à travers notre guide, c'est de déployer des dispositifs finalement de prévention et d'enquête administrative dans le domaine de la culture, similaires à ceux qui ont été mis dans le sport, et de former vraiment les professionnels, à la recueil de la parole de l'enfant et à l'information surtout systématique des suites qui sont données à ces signalements pour intégrer la victime jusqu'au bout. Un dernier point dont je voulais parler également, c'est qu'on a constaté que la vérification des antécédents judiciaires pour tous les acteurs qui étaient amenés à intervenir auprès des enfants, alors là, on parle du sport, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est éducation nationale et dans d'autres domaines, eh ben, la vérification de ces antécédents judiciaires ne sont pas systématiques. Je vous parle là du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, donc le FIJAS, un terme un peu barbare, mais je vous parle aussi de l'extrait casier judiciaire B2. Donc, notre recommandation et qu'on martèle depuis 2019, c'est vraiment de rendre systématique la vérification des antécédents judiciaires, autant pour les professionnels, mais également pour les bénévoles, parce qu'on sait bien que beaucoup de pratiques sportives sont encadrées par des bénévoles, et pour autant, il y a nécessité de s'assurer que les enfants peuvent être pris en charge en toute sécurité. Je voulais terminer mon propos, et je trouve que c'est toujours intéressant, par une recommandation qui est portée par les enfants. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de professionnels autour de ce webinaire, je trouvais intéressant de porter cette parole à votre connaissance, puisque les enfants ont recommandé la chose suivante, c'est de mieux former les éducateurs sportifs et les encadrants à une pratique du sport bienveillante et respectueuse. Souvent, ce que nous ont dit les enfants, c'est que les entraîneurs, ils entraînent, mais que de temps en temps, c'est un peu rugueux. Donc, en tout cas, voilà, ils insistent sur le côté bienveillant et respectueux. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing et que je ne suis pas trop en dehors des clous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et top, je reprends la parole. Merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces informations-là. C'était très riche et très important de souligner tout ça. D'ailleurs, on a des questions dans le chat. Si tu veux bien y répondre, je vais te poser la première. La question qui se pose, c'est comment ce dossier a été classé en fait sans qu'il y ait eu de recueil de paroles. Est-ce que tu peux y répondre? Alors, si vous voulez, notre institution, elle a forcément à connaître de toutes les situations qui dysfonctionnent. Voilà, en général, on ne vient jamais nous voir parce que tout fonctionne à merveille. Donc, très certainement que dans la majorité des cas, les victimes sont entendues, mais il est évident que de notre côté, on ne voit arriver que les dysfonctionnements. Et pour vous dire, est-ce que je sais pourquoi les professionnels n'ont pas entendu la victime? Non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont pris le signalement, ils ont interrogé l'éducateur qui était mis en cause, ils ont vu peut-être qu'il n'y avait pas matière A et ils ont classé. C'est tout. Il n'y a pas eu de réflexion sur est-ce qu'on va creuser plus. Ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'éléments, probablement avec le courrier de la famille, et à aucun moment, effectivement, ils ont pensé à recueillir cette parole.
Merci Laurence pour ta réponse. Une dernière question. On nous demande des supports. Est-ce que tu as des supports de prévention ou pour créer justement ces espaces propices? Alors, ça, pour le coup, j'ai pas forcément de support, mais je crois que là, pour le coup, Laurent Gonvalet, qui justement a développé des outils, hein, le guide dont je parle, il peut se trouver sur le site du ministère, le guide de 2022, mais vous aurez des éléments, à mon avis, concernant ces outils grâce à Monsieur Gonvalet. Et en tout cas, donc le rapport, il est consultable maintenant en ligne. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Oui, merci. Du coup, le rapport aussi, j'ai mis le lien dans la discussion à côté. Pour les questions par rapport au ministère, je vais les garder pour la fin. Au moins, Laurent pourra y répondre. Et sans transition, je vais repasser la parole à Marie-Pierre pour la suite. Merci Laurence pour toutes ces précisions et qui nous permettent de faire le lien avec notre intervenant suivant. Écouter, comprendre et agir sont donc notre moteur et nous avons une expérience qui nous vient du Québec, originale, efficace, inspirante pour reprendre vos propos et surtout porteuse d'espoir. Sylvain, vous êtes directeur général de l'organisme SportAid. Merci de votre présence parmi nous. Je dirais bonne matinée peut-être chez vous. C'est à vous. On vous écoute avec grand plaisir. Bonjour, c'est le début de l'après-midi ici. Merci de me faire une place. Vraiment très heureux, très content d'être parmi vous. Et Laurence a mis la table, je dirais, sur ce que je m'en vais vous présenter dans les 10 prochaines minutes. En fait, bien humblement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre approche SportAid, une approche que l'on dit globale, positive, durable et responsable. Et peut-être que ça pourrait déjà nous permettre d'enchaîner sur la prochaine image. En fait, notre approche est guidée à tous les jours par on peut changer d'image, là. Notre approche est guidée depuis que nous existons, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, par le modèle écologique de Krug que nous avons transposé dans le sport. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, actuellement, je ne le vois toujours pas. La diapo suivante, Sylvain, c'est la vidéo, hein. Ah bon, ben allons-y pour la vidéo. Adaptons-nous et on ira sur le modèle écologique de Krug. Tout juste avant la vidéo. En fait, je vous ai parlé d'une approche qui est globale, positive, durable, responsable, simplifiée pour dire que SportAid, dans tout ce que nous réalisons, nous souhaitons nous adresser à l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème sport, loisirs, plein air au Québec, dans une approche qui n'est pas dans la répression, dans la sanction, mais bien dans une approche qui est positive, globale dans le sens où on s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, durable parce que pour opérer un changement de culture, il faut s'inscrire dans le quotidien à long terme, et responsable parce que c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Et la vidéo qu'on va voir dans quelques secondes, c'est un exemple des nombreux outils que nous avons créés justement pour aller à la rencontre de la communauté sportive sur différents enjeux qui sont portés à notre attention. Et j'y reviens ensuite. Il y a beaucoup de femmes dans ma vie qui m'ont inspiré, mais je vais y aller avec ma mère. C'est une femme que, depuis que je suis petit, moi et mon frère, elle nous a supportés dans ce qu'on fait. Elle nous a donné des bonnes valeurs. Une femme brillante qui peut pas du ridicule en même temps que il y a du respect tout autour d'elle. Elle a tellement d'impact sur la personne que je suis, mais aussi l'individu que je suis, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Fait que, une femme inspirante, puis c'est une femme qui rayonne à tous les jours que je la vois, là. Salut maman, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour PO depuis qu'on est petit. J'adore passer du temps avec toi, puis je m'ennuie toi encore, fait que je t'aime. Hey les boys, on peut changer les choses. Alors, cette vidéo, nous l'avons créée dans un contexte un contexte qui est double. Il y a des événements dans les derniers mois qui ont marqué l'actualité au Canada, au Québec, où
Il y a eu des épisodes qui ont été portés à notre attention, vraiment d'incivilité, de viol collectif à l'égard de jeunes filles, de jeunes femmes dans la pratique sportive. Et en parallèle, des organisations se sont tournées vers nous à la recherche d'activités éducatives pour changer les comportements des jeunes garçons dans l'environnement sportif. Alors, nous avons eu l'idée de créer cette campagne où nous avons passé la parole à une douzaine de sportifs masculins de renom chez nous, à qui nous avons demandé de parler de femmes qui les ont inspirées, qui les inspirent, et on souhaitait donc, avec ces capsules, venir sensibiliser. Et on utilise ces capsules soit dans les campagnes sociétales, dans des ateliers d'éducation, de sensibilisation avec les jeunes garçons. Donc, et ça faisait le pont, cette capsule, avec ce que j'ai mentionné d'emblée, c'est-à-dire que chez Sportaid, nous avons le souci euh, d'accompagner la communauté sportive. À l'origine, ce qu'il faut savoir, et ce que nous voyons à l'écran, Sportaid, lorsque nous avons vu le jour en 2018, le mandat initial qui nous avait été confié par l'écosystème sportif québécois, mais aussi par le gouvernement du Québec, c'était de développer et d'opérationnaliser ce que vous voyez qui est à gauche, un service d'écoute, d'accompagnement, d'orientation en ligne, téléphonique, disponible 24/7. Il faut savoir, et qui est extrêmement important, c'est que Sportaid est une organisation indépendante. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque les gens nous appellent, les organisations nous appellent, nous, Sportaid, nous ne retournons pas vers les parents, les amis, les clubs, les fédérations, les organisations. Ce qui nous est confié, ce qui est porté à notre attention, demeure entre nous et les gens qui nous consultent. Et ça, ben, c'est extrêmement important pour nous d'offrir cette quiétude, cette confidentialité à l'écosystème lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'ils sont victimes ou témoins. Donc, notre équipe d'intervenants, donc au service d'écoute et d'accompagnement, ce sont des intervenants avec différentes expertises, psychologie sportive, sexologie, criminologie, travail social, auxquels on a aussi combiné une banque de référencement qui fait en sorte que sur des problématiques plus pointues, nous avons plus de 300 intervenants, individus, organisations vers lesquels nous pouvons orienter lorsque des problématiques plus pointues sont portées à notre attention. Dans cette mouvance, dans cette mobilisation à laquelle nous assistons ici au Québec, en mars 2021, c'est ce que vous voyez à droite, il y a eu l'implantation d'une politique de protection de l'intégrité à laquelle les fédérations sportives québécoises, à laquelle les clubs sportifs québécois ont l'obligation d'adhérer. Il y a une partie de leur financement qui repose sur l'adhésion à cette politique de protection de sécurité et de l'intégrité. Sous cette politique de protection de sécurité et de l'intégrité repose également un officier indépendant aux plaintes. Donc, et c'est indépendant de Sportaid. Sportaid, c'est un service d'écoute, d'accompagnement, d'orientation. Et à droite, j'y reviens, un officier aux plaintes à l'intérieur de la politique de protection de l'intégrité qui fait en sorte que cette entité reçoit des plaintes, détermine si la plainte est recevable. Et à partir du moment où la plainte est recevable, ben, la plainte est confiée dans une analyse à un comité de protection de l'intégrité indépendant qui ensuite, après analyse, détermine de la sanction qui doit être imposée aux agresseurs. Donc, et la sanction est exécutoire. Alors ça, ce sont deux entités vraiment très importantes au Québec et qui ont un impact à tous les jours dans la vie de notre communauté sportive, de loisirs et de plein air. On peut passer à la suivante. Sportaid, dès le moment où nous avons vu le jour en 2018, nous souhaitions aller plus loin. Et c'est pour ça que je disais que Mme Laurence a mis la table pour moi tout à l'heure. C'est qu'on nous aurions pu nous contenter chez Sportaid, puisque c'était ce qui nous était demandé à l'origine, de simplement opérer un service d'écoute et d'accompagnement. Mais nous souhaitions être au cœur d'un changement de culture et d'opérer vraiment un changement sociétal dans l'écosystème sportif de loisirs et de plein air. Et c'est pourquoi nous avons développé des approches pour outiller, accompagner les intervenants, les parties prenantes sur le terrain dans l'écosystème. Donc, j'ai donné quelques exemples au bas de l'écran. En bas à gauche, donc, par exemple, c'est Coesia. C'est un programme où nous avons développé des outils, des activités pour les entraîneurs, les intervenants, pour les rendre capables de développer, d'implanter, d'incarner dans leur milieu, dans leur groupe, des environnements sains et sécuritaires basés sur le leadership positif. Au centre, l'approche inclusion, encore une fois en réponse à des enjeux, des besoins qui nous étaient manifestés. Nous avons, dans un premier temps,
développer des outils, des activités pour prévenir, contrer l'homophobie, la transphobie en sport. Et sous ce chapeau de l'approche d'inclusion, vous le verrez à l'image suivante, nous allons développer d'autres items, d'autres enjeux, et en bas à droite, avant de passer à l'image suivante, en bas à droite, à l'action, un projet, un programme que nous avons développé pour prévenir, contrer l'intimidation en contexte sportif, qui nous a valu un prix du gouvernement du Québec. Donc, justement, pour souligner notre initiative, ce programme-là, donc, prévoit des outils, des activités, encore une fois, pour les jeunes, les tout-petits, les adolescents, les parents, les administrateurs, les entraîneurs, les gestionnaires, encore une fois, pour prévenir, contrer toute manifestation d'intimidation en loisirs, en sport et en plein air. Nous pouvons passer à la suivante. Actuellement, toujours dans un souci d'accompagner la communauté sur différents enjeux qui sont des facteurs de risque pour une expérience sportive positive, nous sommes en train de travailler sur un projet qui nous permettra d'adresser toutes les problématiques liées à la diversité sexuelle et de genre. Nous sommes en train de travailler sur des outils, des activités pour favoriser l'inclusion des communautés culturelles et chez nous, des communautés autochtones. Toujours dans un esprit de prévenir, sensibiliser, construire des individus. Nous, on ne voulait pas se contenter de réparer des individus, mais on veut construire des gens. On travaille actuellement sur un projet où on vient aborder, à l'aide du secteur sport, du vecteur sport, les habiletés de vie. Donc, pour développer des individus sur des enjeux liés à l'entraide, l'inclusion, le plaisir, la bienveillance, la résilience. Donc, ces enjeux sont abordés dans des activités, des outils d'éducation. Donc, et on amène les gens par la suite à les incarner dans les autres sphères de leur vie, à l'école, dans leur vie familiale. Donc, c'est vraiment un projet sur lequel nous travaillons actuellement avec des partenaires importants. En bas à gauche, nous travaillons sur un autre facteur de risque qui peut provoquer de l'exclusion dans la communauté sportive, c'est tout ce qui est lié à la diversité corporelle. J'en ai parlé précédemment avec la vidéo qu'on vous a présentée, tout ce qui est lié à la masculinité et la violence. Nous sommes en train de développer, en collaboration avec des fédérations dans divers sports, des outils, des activités vraiment pour répondre à ces enjeux qui sont vraiment importants. Et aussi, finalement, tout ce qui est lié au sport adapté, les gens qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, nous sommes en train de travailler là aussi sur des outils que nous allons proposer très bientôt dans la communauté. Nous pouvons passer à la suivante. À l'écran, ben là, je voulais y aller plus concrètement sur différentes choses que nous avons développées pour répondre et pour accompagner les différents projets que je vous ai présentés précédemment. Ben, en haut à gauche, tout ce que je voulais illustrer, c'est que l'expertise de Sportaid est devenue, ici au Québec, sans vouloir être flagorneur, une référence. Les médias se tournent vers nous pour obtenir des références, des réactions, des pistes de solutions. Tout en haut, au centre, nous avons publié 2 livres pour les enfants qui sont issus d'une série de bandes dessinées. Nous publions des bandes dessinées depuis 6 ans à tous les mois pour les 8-10 ans ainsi que les 12-14 ans dans 2 magazines jeunesse. Et nous avons publié 2 livres et nous sommes en train de travailler sur un 3e qui sera publié le printemps prochain. En bas à gauche, Geneviève Janson, cycliste très connue ici au Québec et même à l'international au début des années 2000, qui est une de nos 3 co-porte-parole parce que, puis on l'a vu au début de notre activité avec le témoignage de Nadine, c'est important d'entendre les victimes, les gens qui ont subi des choses. Alors, nous avons 3 co-porte-parole, et Geneviève Janson est l'une d'elles. Nous avons un podcast, qui a permis de recevoir des personnalités de renom avec lesquelles nous discutons de tout ce qui a trait, tout ce qui concerne le sport sain et sécuritaire. Et ça, ben, on se lance sur une 2e mouture de notre podcast là, dès l'hiver prochain. Alors, on peut aller à la suivante, qui est la dernière, à moins de me tromper. Ici, ce que je voulais, c'était illustrer la mobilisation et ce que Sportaid représente dans l'écosystème depuis nos tout débuts, la progression en ce qui concerne les différentes activités. Donc, pour ce qui est du nombre d'ateliers, Sportaid dispense sur le terrain, dans les organisations en milieu scolaire, sportif, municipal, des ateliers éducatifs de sensibilisation. Et nous sommes passés d'une 50aine d'ateliers à notre première année d'existence
plus de 120 l'année dernière. Cette année, on va approcher les 200 ateliers d'éducation, de sensibilisation. Donc, ça nous permet d'aller à la rencontre de dizaines de milliers de personnes chaque année. Nos ateliers, ben, on le voit là, tout en haut à droite, les personnes qui sont rejointes. Nos interventions, ça, c'est ce qui a trait directement à notre service d'écoute et d'accompagnement en ligne. Nos 4 premières années, nous avions entre 300 et 400 interventions par année, des interventions individuelles. L'année dernière, plus de 1000 interventions. Et cette année, nous sommes en chemin pour surpasser les chiffres de l'année dernière. Et ça, ben, ça illustre plusieurs choses, mais d'abord et surtout, une libération de la parole qui prend toute sa place et qui est vraiment tout à fait importante. Et finalement, bon, au niveau des sorties médiatiques, je vous disais précédemment que nous sommes devenus une référence en quelque sorte. Ben, ça fait en sorte que les médias se tournent vers nous. Il y a plusieurs projets aussi de documentaires pour lesquels nous sommes sollicités. Et pas plus tard qu'hier, nous recevions à nos bureaux quelqu'un de chez vous, Pierre-Emmanuel Luneau-Durignac, qui est en train de préparer un documentaire qui sera publié, qui sortira donc au printemps 2024 et il souhaitait entendre Sportaid pour qu'on lui parle de notre approche chez nous, qui a son impact. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce que je souhaitais vous partager. Merci Sylvain, merci beaucoup pour ce partage, pour ce regard croisé. À chaque fois, c'est un pur plaisir d'entendre votre travail, ce que vous avez pu accomplir sur votre territoire. Ton accent aussi nous fait voyager. Merci pour ça. Voilà, on va laisser un tout petit temps s'il y a des questions. Mais impressionnant les moyens de dispositifs mis en œuvre. Oui, je confirme. S'il y a des questions, n'hésitez pas peut-être à les poser soit dans la discussion, soit du coup peut-être lever la main. Ce que j'ai envie de dire peut-être pendant des Oui, questions, là, nous sommes allés vraiment dans un mode accéléré, mais oui, s'il y a parmi vous des organisations qui souhaitaient nous entendre, puis on l'a fait en juin dernier et Laurent y était avec le Cross Normandie. S'il y oui. a un intérêt pour en savoir davantage et qu'on prenne davantage de temps, ça va me faire plaisir de collaborer. Et si on peut inspirer, ben tant mieux. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Marie-Pierre, du coup, et les questions, on les récupérera s'il y en a encore pour la fin, vraiment tout dernier. Merci encore, Sylvain. De plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette inspiration contagieuse. Je vais donner la parole du ministère des Sports, que nous allons écouter maintenant, et des nombreux outils. Elle est portée par vous, Laurent. Merci, Laurent Beauvalet, d'être parmi nous. Vous êtes chargé de mission éthique au ministère des Sports. Merci d'être avec nous. Le dispositif Signal Sport, ses applications, les formations mises en place vont venir compléter notre séquence d'aujourd'hui et la palette des solutions que nous avons souhaité partager avec vous ce soir. C'est à vous, Laurent. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour la 3e année consécutive que le CrossPACA organise ce webinaire et je l'espère, la 4e sera en présentiel parce que rien ne vaut sur ces sujets aussi sensibles de pouvoir échanger et d'appréhender aussi les appréhensions justement ou le courage en direct et pouvoir saluer aussi les témoignages que ce soit bien sûr des victimes, de l'entourage qui sont aussi des victimes indirectes, des responsables de structures qui sont aussi des victimes collatérales parfois. Je vous remercie d'autant plus que cette semaine, c'est la semaine des droits, vous le savez, ça a été ouvert le 20 novembre par la célébration des droits internationaux de l'enfant. Le 25 novembre, ce sera la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on intervient tous dans beaucoup de colloques où on expose un petit peu son expertise, les avancées de ce qu'on a fait. Et moi, j'ai à cœur de montrer que ces interventions ne sont pas chacune en tuyau d'orgue, mais évidemment, depuis 3 ans, on se nourrit du récit des victimes, du témoignage, et je le découvre de celui de Nadine, mais aussi par exemple de Kevin Massey dans le documentaire d'Infrarouge en 2018, d'Isabelle de Mongeau, de Catherine Moyon-Debac, de Sarah Bitbol, de Benjamin Écuyer, dans le tennis de table, de Sébastien Boey, dans le rugby. Voilà, on se nourrit véritablement des récits, tout simplement pour identifier ce qui a dysfonctionné,
pour identifier les zones d'ombre, là où le droit n'est pas, ça a été rappelé aussi par Laurence du Défenseur des droits, pour identifier ce que l'on peut corriger dans les gestes techniques, les gestes de soins et les gestes de convivialité. L'école, le médecin, dans la rue, on a travaillé sur les gestes interdits. Pourquoi le sport ne travaillerait pas sur des gestes interdits? Et les vigilances que vous nous enjoignez tous, que ce soit l'intervention de Nadine, l'intervention de Laurence ou l'intervention de Sylvain, nous obligent depuis 3 ans justement à s'en nourrir et à établir la stratégie ministérielle qui a été lancée depuis le MeToo dans le sport. Je voudrais juste faire le lien avec les interventions précédentes avant de passer à la mienne, qui est que évidemment, quand on échange avec Sylvain qui préside une association, parfois le discours d'une administration passe pas, mais oui, l'État agit, le ministère des Sports agit et a lancé tout un arsenal de dispositifs et un maillage territorial grâce à des référents violences sexuelles. Et je tiens à les souligner parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur le territoire PACA qui nous suivent, des référents au niveau des fédérations, bien sûr. Chaque fédération a un référent violence sexuelle. Et aujourd'hui, il faut que chaque licencié sache qu'il y a un référent au niveau de sa fédération, parfois même au niveau du comité ou de la ligue. Il y a un référent dans chacun des CREPS, et je salue le CREPS PACA qui est présent, que ce soit le site d'Aix-en-Provence, d'Antibes et de Boulouris, qui font des actions vraiment très proactives pour protéger les jeunes qu'ils accueillent dans leur établissement. Évidemment, l'action des DRAGES, de la DRAGES PACA au niveau de la prévention, celle du CROSS PACA, comme je le soulignais, et les SDJUS qui travaillent d'arrache-pied, je vous le confirme, pour mener des enquêtes administratives. Ce qui est intéressant par le propos de Sylvain, c'est toute l'ampleur de l'action que nous aussi on mène sur les mêmes sujets, mais c'est aussi de montrer que les fédérations étrangères sont elles aussi enjointes à mener des actions éthiques et de protection de leurs pratiquants, de travailler sur la posture éducative des entraîneurs. Et ce serait intéressant aussi, et j'invite les fédérations françaises à s'orienter vers les fédérations québécoises pour savoir aussi quel travail elles accomplissent. Elles accomplissent avec l'aide de Sported et nous avec l'aide du gouvernement ou avec l'aide d'associations qui sont aussi ici présentes comme l'Enfant Bleu, Colosse au pied d'argile, les Criaves également. Et je vous invite vraiment à nourrir ce partenariat parce qu'effectivement, ce combat, s'il est mené au niveau national, il doit être mené au niveau international. Et on a pu échanger avec Sylvain, notamment sur divers sujets, et c'est vrai que celui de la diversité corporelle m'intéresse énormément. Je fais également le lien avec l'intervention de Laurence du Défenseur des droits. C'est important de se rappeler que les pratiquants, déjà, ce ne sont pas des pratiquants, ce sont des enfants ou des majeurs, ce sont des garçons, des filles, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, peu importe, ce sont avant tout des individus avant d'être des sportifs et des sportives. Et de rappeler que oui, il y a un droit au sport, que oui, il doit être dans un espace sécurisé, de confiance, de plaisir, qu'il y a le droit au sommeil, y compris dans le haut niveau, qu'il y a le droit à la vie privée, y compris dans le haut niveau. Dans le haut niveau, on manque énormément de temps et parfois les repères sont quasiment exclusivement sportifs. On a besoin de mécanismes de régulation et les droits qu'a rappelé Laurence en sont une partie. Et je voudrais citer à ce sujet le projet de plateforme éthique et sport que mène actuellement l'INSEP pour l'ensemble des établissements d'entraînement sur le territoire français. Ce sera une plateforme d'accès pour accéder au CREPS et à l'INSEP. Et c'est une sorte de questionnaire obligatoire pour l'encadrement, pour les sportifs et pour les parents. S'ils veulent rentrer sur le site, de répondre à un certain nombre de questions éthiques qui touchent à la fois le dopage, les paris sportifs, les cyberviolences, le bizutage, les violences sexuelles, la relation entraîneur-athlète, la relation aussi entre pairs, ça a été dit, les violences horizontales également. Et ça, c'est important parce que c'est aussi éveiller les consciences de ce qu'est la sécurité dans le sport. Derrière la sécurité, ce qu'est la protection de l'intégrité des sportifs et derrière la protection de l'intégrité, finalement, comment chacun définit l'éthique dans le sport. Et de replacer la question centrale du respect des droits fondamentaux, évoquée par le Défenseur des droits, c'est évident
mais pas forcément pour l'ensemble de l'écosystème sportif, que ça relève de l'éthique sportive. Voilà. Et enfin, je voudrais faire le lien avec le témoignage de Nadine, parce que en tant que survivante, vous avez eu le courage de nous faire part des violences que vous avez subies, de celles subies également par votre fils, et de l'exploit de traverser la Méditerranée en kitesurf, qui me rappelle un autre exploit que deux jeunes avaient fait en voilier, deux jeunes de 18 ans qui avaient fait en voilier il y a 1 an de cela, justement entre le continent et la Corse, pour lever le tabou des suicides chez les adolescents. Et je crois aujourd'hui qu'on est dans une dynamique où tous les tabous sont et doivent être levés. L'omerta, depuis le MeToo dans le sport, est levé. Notre travail consiste à lever et à lutter contre l'impunité. Ça, c'est un vrai enjeu, évidemment, puisqu'une fois que la parole se libère, il faut que les enquêtes aillent jusqu'au bout et que les responsabilités soient établies. Et j'ai coutume de dire que voilà, si on peut parler des violences, on peut parler du deuil, on peut parler de la reconstruction, on peut parler du préjudice tout au long de la vie également. Alors, pour en venir à l'intervention en tant que telle, évidemment, vous l'aurez compris avec mes propos liminaires, c'est que notre combat, notre enjeu depuis le lancement de la stratégie ministérielle de lutte contre les violences dans le sport en 2020, c'est une conférence que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a lancée le 21 février 2020 en réunissant l'ensemble de l'écosystème sportif, mais aussi de la protection des enfants, puisque se trouvait le ministre en charge de l'enfance, le 119, le 3018, etc. Mais au-delà d'identifier qu'est-ce qu'une violence, finalement, c'est dans quelles conditions, dans quelle atmosphère évoluent nos enfants lorsqu'ils pratiquent le sport. Eh ben, notre combat, c'est un changement climatique, si j'ose dire. Celui-là, il est salvateur parce que c'est lutter pour un changement de climat sportif, travailler sur l'environnement sportif, les valeurs sportives, parce que malheureusement, c'est au nom parfois de valeurs sportives que l'on va taire une situation, un geste, un comportement, une posture éducative qui ne respecte pas suffisamment l'intégrité des enfants. Et la question des droits fondamentaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour cela, évidemment, le ministère des Sports a identifié un certain nombre d'outils et de partenaires associatifs qui ont déjà cette expertise-là pour travailler sur ce que nous, on appelle le terreau de vulnérabilisation. Ça a été très bien rappelé par Sylvain et par Laurence tout à l'heure. Mais peut-être juste le dire, dans le sport, on peut s'interroger sur le climat doloriste. La douleur, l'effort, le sacrifice, le dépassement de soi fait partie des conditions sportives. Donc, c'est de s'interroger qui fixe les limites. Est-ce que c'est uniquement l'entraîneur? Est-ce que c'est l'enfant, le pratiquant, qui lui-même se définit aussi ses propres limites par rapport à son corps, qui est aujourd'hui, parfois, quand il est poussé à l'extrême, devient un outil de travail. Donc, la question d'un climat doloriste, du rapport masculiniste dominant, ça a été évoqué par Sylvain, je ne vais pas m'étendre. Le deuxième constat, c'est effectivement, lorsqu'on lutte contre les violences dans le sport, il faut s'interroger aussi sur cette désacralisation du corps, parce qu'on apprend par corps dans le sport. Tout est fait pour que le corps performe, se dépasse, arrive à des résultats. On modèle un corps avec une tenue aussi sportive. Donc, ça pose aussi la question de la tenue, notamment chez les sportives, avec un regard masculiniste, sexiste, et qui, peu ou prou, on arrive à une hypersexualisation du corps. Souvent, je cite l'exemple, lorsqu'on fait une compétition, lorsqu'on organise une compétition de beach volley, est-il utile de photographier uniquement les fesses d'une sportive avec sa tenue qui ressemble à un tanga pour annoncer la compétition qui va se dérouler le week-end prochain? On est clairement dans ce climat sexiste et sexualisé. Et ça, c'est ce regard-là qu'il faut vraiment modifier parce que ça induit que finalement la femme est réduite au silence. Elle ne peut pas se plaindre de ce type de situation. Elle ne peut pas se plaindre de ce type de tenue. Alors aujourd'hui, fort heureusement, on n'est plus dans ce climat-là, plus totalement, je veux dire, puisque évidemment, c'est un combat de chaque jour. Et c'est ce que le défenseur des droits a déterminé aussi comme le harcèlement d'ambiance, le harcèlement d'atmosphère. C'est-à-dire que sans nommer une personne en particulier, ça crée un climat qui est sexiste, homophobe, raciste, etc., grossophobe aussi.
C'est un vrai tabou, ça aussi, la grossophobie dans le sport, sur lequel il faut absolument travailler. Voilà. Et le marketing du corps. Tout à l'heure, Sylvain parlait des diversités corporelles. Aujourd'hui, le sport vit de ses sponsors, vit de ses followers, et via, sans en avoir conscience, une violence numérique par le suivi des followers, par le suivi des sponsors, mettre une pression sur l'athlète parce que l'athlète doit correspondre finalement aux attentes de ses followers, de ses sponsors. Vous avez tous en tête, je crois, c'était une compétition, il me semble, en Norvège ou en Allemagne, où la nageuse, 10 minutes avant le lancement de sa compétition de natation, son sponsor lui a demandé de retirer sa tenue parce qu'elle n'avait pas atteint les 10 000 followers. C'est une violence institutionnelle. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Enfin, la question, je parlais des valeurs. Tout le monde ne met pas la même chose derrière la valeur respect, la valeur esprit d'équipe, la valeur humilité, la valeur discipline dans le sport. Et on était dans ce groupe de travail sur la plateforme Éthique et Sport pilotée par l'INSEP, vous aviez différents corps professionnels, des entraîneurs, d'anciens athlètes de haut niveau, des responsables de centres d'entraînement, des juristes, la direction des sports. Et c'est intéressant comment chacun met des notions différentes. Par exemple, la discipline, pour un sportif, c'est sa discipline sportive. Pour une structure sportive, c'est la discipline à laquelle le sportif doit se soumettre pour qu'il soit régulier, pour qu'il poursuive une continuité dans ses efforts, pour aussi qu'il se respecte les règles de la pratique et les règles de fonctionnement de la structure, de la fédération, etc. Et puis, s'il ne respecte pas, il aura une sanction disciplinaire. Et c'est là où on intervient, on dit, mais l'encadrant aussi, il est soumis au même règlement disciplinaire. Lui aussi, il doit pouvoir faire l'objet, en cas de méconnaissance du règlement, d'atteinte à l'intégrité des autres, de comportements inacceptables ou de problèmes autres d'organisation, etc., être soumis à la sanction disciplinaire prévue par le règlement ou du club ou de la fédération. Alors, c'est vrai aussi que par rapport à ça, progressivement, comme toutes les associations sportives toutes les associations ne sont pas soumises à des règlements intérieurs, mais comme aujourd'hui, vous le savez, il y a le contrat d'engagement républicain qui oblige les associations à démontrer qu'elles se sont engagées dans la lutte contre les violences faites aux personnes. Ça implique que pour pouvoir écarter un individu, un adhérent quel qu'il soit ou un encadrant, un règlement intérieur qui prévoit les comportements qui feront l'objet d'une exclusion. Donc, ça invite aussi à consolider le cadre juridique dans lequel nos pratiquants interviennent. Et véritablement, la dernière notion, ça va résumer finalement un petit peu tout ce qui a été dit, c'est la présomption de protection. On ne s'en sortira pas lorsqu'il y a des faits de violence si on reste sur la présomption d'innocence ou la présomption de culpabilité. D'abord, il faut mettre à l'abri celui qui parle, on le croit, on le met à l'abri et l'enquête ensuite démontrera, en respectant la présomption d'innocence, en respectant la parole de chacun, mais bien avoir conscience que les enfants, les jeunes, les pratiquants qu'on accueille, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur image corporelle, peu importe, quel que soit leur sexe, leur orientation sexuelle, on leur doit protection pour un sport safe. Point final. Et avoir à l'esprit qu'un pratiquant, un enfant, doit avoir la même garantie des droits, ça a été souligné par le défenseur des droits, mais qu'il soit à l'école, qu'il soit dans la rue, qu'il soit chez le médecin, qu'il soit en classe de piano, qu'il soit en classe de dessin, en classe de danse, ou au club, ou en classe verte avec l'école. Il doit avoir la même garantie de protection, pas moins dans le sport. La Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la Convention de lutte contre les violences faites aux femmes s'appliquent pas moins dans le sport. Voilà. Alors pour aider aussi à faire évoluer ce climat sportif, on a créé, avec le Comité paralympique et sportif français et l'Association francophone des femmes autistes, le Règle-Sport. Alors aujourd'hui, j'espère que tout le monde derrière votre écran connaît le Règle-Sport. Il est inspiré du violentomètre des violences faites aux femmes. Il est dégenré, il s'adresse aux filles comme aux garçons. Et en fait, il part du ressenti, du vécu du pratiquant. Il est accessible aux personnes ayant des troubles cognitifs, aux enfants, à tout sportif finalement. Et dans le vert, c'est que vous êtes bien. Dans le orange, je me sens dans des situations mal à l'aise,
gênantes, angoissantes, on dirait malaisantes aujourd'hui, mais qui peuvent être parfois qualifiées aussi pénalement. Et le rouge, c'est clairement des délits, voire des crimes. Donc, mais tous n'ont pas conscience d'être dans cette situation-là. Et ce règle au sport-là vient faire prendre conscience de son vécu, de son ressenti. Ça permet aussi aux éducateurs, aux encadrants, d'identifier, de s'interpeller, de savoir comment le jeune peut-être vit dans l'équipe que je manage, dans la relation que j'ai avec lui, dans le cadre de mon entraînement, dans le cadre du soutien que je lui apporte en tant que cadre de la Fédé, etc., ou responsable de CREPS. Et ce règle au sport-là, on a demandé à ce qu'il soit affiché dans toutes les structures sportives, bâties et sites Internet. Pas uniquement une diffusion, mais vraiment en prendre conscience et l'expliquer, faire une sensibilisation. Prochaine diapo, pardon. Alors, le deuxième combat qu'on a eu à mener, c'était en filigrane aussi de ce que disait Sylvain pour le Canada, c'est que les acteurs institutionnels de la protection des personnes n'avaient pas conscience eux-mêmes que le sport, avec malgré tout tous les millions de personnes qui l'accueillent et tous les millions d'enfants, était un acteur de la protection des personnes. C'est-à-dire que derrière l'écran, autour de la table, qui, en tant qu'acteur sportif, était invité dans les comités locaux de protection des enfants, qui était invité dans les comités locaux de sécurité. Aujourd'hui, c'est en train de changer parce que les autres autorités publiques, l'éducation nationale, la justice, l'aide sociale à l'enfance, les professionnels de soins, nous accueillent dans leur comité de protection des personnes. Mais de la même façon, il faut aussi que les acteurs du milieu sportif prennent conscience qu'eux-mêmes sont des acteurs de la protection des personnes. Ça implique que nos acteurs de terrain, les CROSS, les DRAGES, les GDOS, les SDJUS, prennent en main leur mission de protection des personnes. Et donc, les DRAGES ont en charge la formation, le soutien à la réglementation et la stratégie de prévention, en lien avec différents partenaires, comme évidemment le CROSS. Et je le remercie encore pour ce webinaire de sensibilisation dans cette semaine des droits. Et je sais que cette sensibilisation ne se limite pas à une semaine, mais bien évidemment, c'est au quotidien. Ensuite, les SDJUS, Service départemental jeunesse, engagement et sport. Ça, c'est vraiment le SIL que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certes, ils sont là pour soutenir l'animation sportive territoriale, des actions au niveau de la jeunesse, des ACM, du SNU, mais c'est aussi eux qui sont en charge du contrôle des établissements d'activité physique et sportive. C'est aussi eux qui sont en charge du contrôle d'honorabilité. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le chat. Depuis 2021, le contrôle d'honorabilité s'impose aussi aux bénévoles. Depuis 2014, le contrôle d'honorabilité s'impose à tous les éducateurs professionnels. Au départ, les éducateurs professionnels étaient effectivement contrôlés sur leur casier judiciaire B2 et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes FIJAIS au moment de la prise de la carte professionnelle. Et ça peut être au niveau lorsqu'on a 20 ans, mais ça peut être aussi lorsqu'on a 17 ans et demi. Aujourd'hui, c'était donc au moment de la prise de la carte, mais c'était au renouvellement tous les 5 ans. Aujourd'hui, ça a été très bien dit par mes collègues en SDJUS, on fait un contrôle annuel. Ensuite, depuis 2021, on a créé la plateforme SI Honorabilité avec le ministère de la Justice. Donc là, on passe par les fédérations qui recensent l'ensemble des encadrants dans chaque club qui est licencié. Ensuite, les identités passent dans une plateforme qui s'appelle le système informatisé Honorabilité, SI Honorabilité, qui est en lien avec les services du ministère de la Justice, où on contrôle le FIJAIS. Lorsque il y a des condamnations ou des inscriptions qui sont sur le FIJAIS, il y a ce qu'on appelle une information qui est renvoyée au ministère des Sports et les services départementaux prennent une incapacité. Il n'y a pas besoin d'enquête, c'est automatique, on prend une incapacité d'exercer à l'encontre de l'éducateur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit bénévole. Enfin, il s'agit aussi de renforcer les liens, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les comités locaux, entre parquet sport, parquet
parquets SDJUS ou parquets généraux DRAGES. Et depuis la circulaire du 28 mars 2021 de mémoire, 2023, pardon, on a des référents sport dans les parquets de France. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permettra de faciliter la communication, pas uniquement une communication sport vers justice, mais aussi justice vers sport. Parce que j'y viendrai, il y a 3 enquêtes qui doivent être menées en parallèle et qui sont indépendantes. C'est important. Et enfin, la chaîne éducative, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'éducation nationale, avec l'ASE. On peut le faire avec les CDOS, avec les délégués du CPSF, évidemment. Alors, pour vous expliquer le rôle des SDJUS, on a fait le petit film, c'était le premier encart. Voilà, la première image. Tous nos outils se trouvent sur le site du ministère. Alors, prochaine slide, et je vous promets, je vais être concis. Tout simplement, aujourd'hui, il faut aussi sécuriser, il faut informer. Donc, dans un premier temps, on a demandé depuis juin 2023 aux fédérations, aux établissements sous notre tutelle et aux services déconcentrés que le 119, le 3018, le 114 soient affichés dans toutes les structures sportives, sur le bâti et sur Internet. Le 119, enfants sans danger. Pourquoi le 119 ? Parce qu'il a aussi un autre intérêt. On est acteur de vigilance dans le sport. Et s'il y a des violences qui se commettent dans le milieu familial ou à l'école, bah, on est aussi des acteurs de confiance, nous, les professionnels du sport, les éducateurs. Et donc, on peut recevoir une parole de violence qui ne surviendrait pas, qui n'aurait pas de lien avec le sport, mais qui serait en lien avec des faits intrafamiliaux à l'école ou dans d'autres espaces. Et donc, le 119 permet d'avoir cette écoute et ce conseil pour savoir quoi faire. C'est aussi une obligation légale. Tous les établissements accueillant régulièrement des mineurs doivent afficher le 119. C'est l'article 226-8 du Code de l'action sociale des familles. 3018, c'est pour les cyberviolences. 114, c'est pour les personnes sourdes et malentendantes. Toujours garde à l'esprit dans les actions de prévention l'accessibilité et l'universalité. Le troisième signalement, vous le savez, c'est le Signal Sport. C'est la cellule ministérielle de suivi et traitement des signalements qui permet l'articulation entre l'enquête pénale, l'enquête administrative qui va être faite au niveau préfectoral auprès des éducateurs et l'enquête fédérale auprès de la licence. Voilà. Et enfin, comme je le disais, il y a un référent dans chacune des fédérations, un référent dans chacune des DRAGES et un référent dans chacun des CREPS, avec une équipe, ils ne sont pas seuls, ce qui permet aussi, puisque sur nos sujets, ce qui est important, c'est de ne jamais rester seul avec les révélations. Pour cela, on a fait ce Vademecum, comment mieux repérer et réagir face aux violences à caractère sexuel. Ce Vademecum, non seulement il identifie les signes à repérer de changement de comportement chez les athlètes, mais aussi chez les éducateurs pour les signes de comportement inadapté, mais aussi chez les parents. On peut être aussi exposé à des parents trop intrusifs, parfois abusifs et donc maltraitants. Et dans ce cas-là, c'est intéressant aussi de faire le lien avec la CRIP et le 119, justement pour aider le parent dans sa mission éducative, pas uniquement dans la mission signalement. Et pour nous aider aussi à mettre l'enfant à l'abri. Important, ce Vademecum précise aussi que l'éducateur ou le premier écoutant ne doit pas mener une investigation. Il écoute la parole, c'est une écoute active. Il ne l'interrompt pas. Il essaye le plus possible d'écouter cette parole, Laurence l'a dit tout à l'heure, dans un espace de confidentialité. C'est primordial. Un enfant ne va pas vous parler devant des copains. Une femme, un homme ne va pas vous parler devant ses coéquipiers ou devant un autre adulte. C'est important d'identifier un espace de confidentialité, de l'écouter, d'être attentif, de ne pas être pressé, de ne pas reformuler ses propos, de ne pas lui dire « tu es sûr, tu as bien vécu ça, mais c'était quelle date? Attends, mais non, ça ne correspond pas. » Non, vous écoutez la parole et après, vous lui dites comment vous allez pouvoir l'aider. Donc pour cela, ce Vademecum identifie un certain nombre de structures, les signalements à faire. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un signalement judiciaire au parquet? C'est l'article 40 ou l'article 434-3 du Code pénal. Comment, si je fais signal sport et comment je fais un signalement à la fédération. Et beaucoup nous disent, oui, mais moi, je ne veux pas que le mis en cause soit inquiété. Si la victime vous parle, il faut lui dire que si elle a eu le besoin de parler, c'est qu'à un moment donné, nous, on a le besoin de la protéger. Et ce n'est pas
remettre en cause ni sa parole, ni son environnement, mais à un moment donné, ce qui lui est arrivé à lui ou elle, peut-être que ça arrivait à d'autres personnes. Et c'est aussi aider le mise en cause dans les dérives auxquelles il s'adonne. Alors, voilà, ça c'est aussi la slide dans ce Vademecum, c'est les 4 procédures à mener en parallèle. Donc derrière l'écran, je sais que tous nos référents dans les fédérations, les comités, les ligues et dans les CREPS, et ainsi que dans les SDJS et DRAGS, les connaissent, mais c'est bien que le grand public le sache, comment signaler, à qui. Et donc là, dans ce Vademecum, vous savez ce qui se passe après un signalement. Parce qu'en fait, on se disait, expliquer à l'oral, c'est compliqué. C'est une des procédures parfois un petit peu complexes et leur articulation n'est pas simple. Signal Sport est là pour faire cette interface d'articulation entre les enquêtes. Voilà. Donc, quand il y a un signalement, triple réflexe, pénal, administratif, fédéral. Le pénal est là pour la sanction et la reconnaissance de victime. L'administratif est là pour protéger la victime et les autres coéquipiers qui sont des victimes potentielles. Et le fédéral et le CREPS sont là pour protéger les pratiquants durant la pratique sportive au nom de l'éthique de la fédération du sport pour la fédération et au nom de la protection des personnes qui l'accueillent au nom du CREPS. Voilà. Juste terminer par une loi, parce que évidemment, les briseurs de silence, ce ne sont pas les victimes, ça doit être l'entourage. Pour cela, il faut former l'entourage, les adultes qui sont responsables des jeunes. Bien évidemment, ça a été rappelé par Sylvain, l'obligation de formation est maintenant dans la loi, une loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation dans le sport, obligation de formation dans les diplômes d'État, mais aussi les diplômes fédéraux, pas uniquement à identifier c'est quoi une violence sexuelle et sexiste, mais identifier ce climat sportif, ces gestes de soins techniques ou de convivialité. Une main aux fesses, ça reste un geste à poser sur une partie intime sans le consentement d'autrui. Peut-on se poser la question si ce n'est pas une agression sexuelle? Un éducateur qui dort avec ses athlètes dans la même chambre, dans le même lit, c'est pas puni pénalement. Ce sera puni pénalement s'il y a une agression sexuelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas interdire l'hébergement, tout simplement au nom de la posture éducative? Et c'est là que vient aussi compléter à la procédure pénale, la procédure administrative et la procédure fédérale. De la même façon, lorsque, et c'est très important d'avoir ça en tête, de bien faire ces 3 signalements, il suffit d'en faire un à l'un des 3 et de copier pour les autres. La condamnation pénale peut interdire pendant quelques mois, etc. Mais parfois, il ne va pas interdire sur la posture de rentrer en contact avec des pratiquants. Et c'est là où l'enquête administrative, qui en plus a un délai beaucoup plus réduit, parce que c'est 6 mois lorsqu'il y a un arrêté en urgence, et c'est quelques mois lorsqu'il n'y a pas d'arrêté en urgence, mais c'est le temps de mener l'enquête et d'établir les faits. Donc, on a des temps beaucoup plus réduits d'investigation sur la posture des encadrants et des personnes en contact des mineurs. Et lorsque c'est des violences entre licenciés, entre pratiquants, pardon, là, l'État ne peut pas intervenir. Ça va être le rôle de la fédération en complément avec le pénal. Donc, vraiment, ayez à cœur de garder en mémoire une seule adresse, signal-sport au pluriel, @sport.gouv.fr. Désolé, j'ai été très long. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions, pour tout ce contenu que vous nous apportez. Alors on a dans le chat Nadia qui nous pose une question, elle voudrait des précisions s'il te plaît sur le rôle et les fonctions de relais sport au sein du parquet. Justement, comme on avait des difficultés d'identifier qui faisait quoi, quel était le rôle de l'enquête administrative et comment on pouvait communiquer aussi avec le parquetier sur l'enquête pénale pour éviter de multiplier l'audition des victimes, parce que notre enjeu, il est là, c'est d'éviter la victimisation secondaire. Donc, la circulaire a demandé, la circulaire du ministère de la Justice a demandé au parquet de faire une priorité la lutte contre les violences faites aux enfants au même titre que les violences faites aux femmes. Et donc, le référent enfant est aussi référent sport. Et c'est comme ça que communique
le référent du parquet avec le SDJUS et le référent identifié au sein du SDJUS pour recevoir aussi des communications avec le parquet. Je rappelle que la loi de Villefontaine de 2016 impose aux tribunaux d'envoyer toute condamnation pénale d'un individu qui évolue auprès de mineurs aux structures dans lesquelles il se situait. Merci beaucoup, Laurent. On a noté encore des questions pour nos autres intervenants. Je vais redonner la parole à Nadine. Du coup, pour Nadine, tu es là? Nadine? La question, du coup, c'est un peu comment tu as retrouvé le chemin du sport, comment tu as été accompagnée vers ça, comment tu as été encadrée par rapport à ce que tu as subi. Est-ce que tu es là, Nadine? Je suis là, c'est bon, j'ai réactivé le son. Normalement, c'est Top, bon. génial, merci. Comment gérer? Alors, bon, moi déjà, le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie. Merci les parents parce que c'est quand même souvent les parents qui transmettent ou si c'est pas les parents qui transmettent, c'est les parents qui accompagnent. J'avais quand même cette capacité à pouvoir me prendre en main. Le sport faisait partie également de mes différents métiers et encore actuel aujourd'hui parce que je suis coach en sport santé et en sport adapté. Donc j'ai toujours gardé, on va dire, une continuité dans l'activité physique. Ça, c'est une évidence, mais je pense que l'école aussi est enfin, pas pour mon cas, parce que bon, j'étais plus âgée, mais je pense à toutes ces victimes qui, à un moment donné, ont besoin aussi d'avoir peut-être des enseignants qui vont aussi les amener sur la voie du sport, le chemin du sport. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que je... Merci, oui, merci beaucoup, Nadine. J'ai Euh, j'ai vu par ailleurs qu'il y avait aussi une question qui avait été posée voilà. sur le chat sur le fait d'avoir recours à la justice restaurative. Figurez-vous que il y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert ce qu'était la justice restaurative au travers d'un magnifique film qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. De mémoire, c'est Je ne verrai plus vos visages, je crois, c'est ça, il me semble, le titre. Euh, Effectivement, je pense il y a moyen d'aller développer de l'empathie à la fois chez l'auteur, enfin chez la victime, mais également et surtout chez l'auteur, parce que malheureusement, quand on est victime, c'est un petit peu binaire, hein, on va être soit de nouveau dans une configuration de victime en grandissant, soit on va être un bourreau, on va être un auteur aussi. Donc, le fait d'accompagner les auteurs, je pense que ça aussi, cette prise en charge-là, ce serait bien aussi de pouvoir à un moment donné l'évoquer, hein, même si la priorité reste la victime. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans ce schéma de reproduction de phénomènes de violence. Et je pense que pour pouvoir enrayer ça, je pense qu'il y a des choses, à mon sens, qui sont aussi à corriger pour que on puisse enrayer cette croissance qui va devenir un petit peu exponentielle. Merci Nadine pour répondre à cette question. Et ensuite, j'ai une question pour Sylvain, s'il te plaît. Une question, du coup, quel est l'impact que les BD ont eu, en fait? L'impact, il est à différents niveaux. Le premier, c'est que parce que nos BD, nous utilisons nos porte-paroles. Et nos porte-paroles se font maintenant reconnaître par les tout-petits lorsqu'ils vont au supermarché ou peu importe leur déplacement. Alors, on sait déjà que ça a un impact, mais plus concrètement, sur le terrain, nous savons que les enseignants, les entraîneurs, les intervenants les utilisent pour animer, puis c'était l'objectif que nous avions lorsque nous avons créé ces bandes dessinées, qu'elles servent à provoquer des discussions dans les groupes avec les jeunes pour les éduquer, les éveiller, les sensibiliser. Et c'est ce que les enseignants font, les intervenants, les entraîneurs. Et c'est pour cette raison que partant de nos bandes dessinées, nous avons publié des livres pour enfants où là, nous sommes allés plus loin avec les bandes dessinées, mais en accompagnant les bandes dessinées de pistes de discussion, de pistes d'échange, de pistes de solutions, vraiment pour accompagner la lecture, la compréhension entre un enfant
et un adulte qui l'accompagne dans sa lecture. Si je Merci. peux compléter, pardon, c'est très inspirant parce que le ministère soutient un projet un peu identique à celui développé par Sylvain, notamment celui de la Fédération Léo Lagrange et le programme des petits citoyens, avec justement cette même approche un peu ludique auprès des 7-11 ans dans les clubs, sous forme de petits modules dessinés un peu en BD, avec aussi des sensibilisations bien sûr derrière et une sensibilisation des parents à partir de cette BD. Donc, bravo à Sylvain et bravo aux petits citoyens. Oui, tout à fait. Merci, merci Laurent. Pour Laurence, il semblerait qu'il n'y a pas de question. Je crois qu'elle a été vraiment, qu'elle a pu répondre à tout et qu'elle a été super interactive dans la discussion. Merci pour ça. J'ai répondu dans le chat. Ouais, j'avoue, ça a été au top. Du coup, ça me permet de passer directement la parole à Marie-Pierre. Écoutez, nous venons de passer ensemble 1 heure et demie. Je voudrais chaleureusement remercier nos 4 intervenants. Merci Nadine, Laurence, merci Sylvain et Laurent. Merci pour vos témoignages, pour votre expertise inspirante et qui donne envie d'aller plus loin. Pour toutes les personnes qui se sont connectées, se sont inscrites, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube du CROSS. Vous recevrez le lien sur vos mails d'inscription et vous pourrez également disposer des supports de nos intervenants pour pouvoir retrouver toutes les informations que vous n'auriez pu saisir jusqu'alors. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir et que j'ai pu passer ce moment avec vous. Merci encore à toutes et tous. Et j'espère à bientôt pour le numéro 4 l'année prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au Merci revoir. à tous. À samedi peut-être. Merci, Au bonne revoir. soirée à samedi. Merci, À au samedi. revoir. Au revoir. À samedi. Au revoir, bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Bonne soirée, merci.